Bonsoir. Merci à tous d'être aussi nombreux et aussi ponctuels. Daniel Mermet, bonsoir également. Merci de nous faire le plaisir de passer cette soirée avec nous. Une soirée, comme vous l'avez vu sur le programme, qui sera consacrée à deux aspects de votre travail. Tout d'abord, jusqu'à 19h30, une conférence-débat autour du thème « Un autre journalisme est-il possible ?» Enfin, plutôt « Un autre journalisme est possible ?» C'est une affirmation. Ensuite, il y aura une pause que vous pourrez prendre au bistrot Méjeanne où un buffet payant vous attend. De 20h30 à 23h, une projection débat au Warzine, une histoire populaire américaine dont vous êtes le réalisateur. Je tenais à remercier les différents partenaires sans quoi cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. En tout premier lieu, l'association Les Amis du Monde Diplomatique, représentée ici par Dany Bruet. Merci à toi pour la coordination des différents acteurs. L'Institut de l'image. Oh, on va applaudir Dany et les Amis du Diplôme. À ce moment-là, il faut applaudir tous les bénévoles qui travaillent sur. L'Institut de l'image, représenté par sa directrice Sabine Putorti, ainsi que les techniciens qui assureront les différents aspects techniques lors de cette soirée. Le bistrot Méjeanne, avec qui nous sommes en partenariat pour que la soirée soit plus agréable pour vous, avec, comme je le disais juste avant, un buffet. Et enfin, la bibliothèque Méjeanne, que je représente ce soir. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Dany pour introduire la soirée et vous dresser, il me semble, un petit portrait introductif de Daniel Mermet. Mais il me semble que dans la salle, il y a beaucoup de fans, n'est-ce pas? On verra. J'espère qu'il n'y a pas que ça quand même. Hein. Et des curieux. J'espère qu'il y a de la contestation quand même. Et j'ai remarqué deux très jeunes curieuses, 11 et 13 ans, qui se sont présentées tout à l'heure. Donc je tiens à les saluer. Merci à vous. Ok, Dany. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous d'être venus si nombreux. Merci aux différents partenaires qui ont été cités par Cécile. Je voudrais vous rappeler que si vous voulez rester en contact avec nous, vous pouvez trouver à la sortie 2 blocs et vous vous inscrivez sur notre liste de diffusion et vous recevrez toutes les informations, tous les événements qu'on organise tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut le lever, le micro? Ouais, voilà. Alors, Daniel Mermet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, en septembre 89, il a créé sur France Inter Là-bas si j'y suis, qui est une émission qui a été quotidienne, qui était une émission de voyage, d'enquête, de grands reportages. Et il a produit cette émission pendant 25 ans. Et je dois dire qu'à titre tout à fait personnel, et je sais qu'on est nombreux, c'est cette émission qui nous a donné et qui m'a donné une conscience citoyenne et une conscience politique. C'est dire l'impact qu'a eu cette émission pendant 25 ans. Et je suis particulièrement reconnaissant à Daniel Mermet d'avoir fait ce que je suis aujourd'hui. Merci, merci. Alors, il a été remercié de France Inter en 2014, mais l'aventure de Là-bas si j'y suis se prolonge sur Internet et on peut toujours écouter Là-bas si j'y suis. Et Daniel me disait tout à l'heure dans la voiture que Là-bas si j'y suis sur Internet, c'est une équipe de 10 journalistes qui sont payés, bien payés et qui sont en CDI. Donc on est très très loin des journalistes en pige qui sont surexploités ou voire pas payés. Alors, Là-bas si j'y suis a été plusieurs fois récompensé, puisqu'en 92, il a obtenu le prix Ondas. Je ne sais pas ce que c'est, le prix Ondas. C'est un prix très prestigieux pour tout dire. Voilà. Je n'en doutais pas. C'est un prix catalan.
En 93, le prix de la Société civile des auteurs multimédia, c'est le prix SCAM, qui est encore plus prestigieux que le prix Ondas. Pour le reportage, oui. Ouais, pour le reportage. En 98, le prix du Conseil français de l'audiovisuel. Du Sénat, qui nous a été décerné au Sénat. On a été sous les ors du Sénat. Voilà. Et en 2013, le SCAM, donc la Société civile des auteurs multimédia, a récompensé Daniel Mermet pour l'ensemble de son œuvre. Oui, mais ils ne savaient pas que ça allait continuer. Ils sont excusés. Voilà. Donc, il a également produit et réalisé quelques documentaires, dont un que vous allez découvrir ou revoir ce soir, puisqu'il s'agit de Howard Zinn, une histoire populaire américaine, qui a été réalisée en 2015. Et est-ce qu'il y aura une suite? On a longtemps parlé. Oui, d'abord, je suis co-réalisateur, c'est avec Olivier Azam. On a réalisé des films sur Chomsky, qu'on avait présenté d'ailleurs ici à l'époque. Et ça, c'est le premier volet, effectivement, ce Howard Zinn, qui traite des luttes sociales. Et celui sur lequel on était en train de travailler, c'est sur plus les questions de race, voilà, l'histoire des Noirs, l'histoire des Indiens, et puis voilà, ce sera le deuxième volet. Mais là, ce que vous allez voir, c'est les luttes sociales, essentiellement aux États-Unis, à travers un entretien avec Howard Zinn. Mmh. Alors auparavant, il avait co-réalisé Chomsky et compagnie, qui a fait une brillante carrière au cinéma, puisque 650 000 entrées donc, pour ce film. Et là aussi, il y a eu une suite qui n'a pas eu une vie dans les cinémas, puisqu'il y avait que le DVD qui est sorti. Non, mais on était retourné, avec les questions que le public avait posées, on est retourné voir Chomsky, en lui apportant les questions du public. Il a répondu aux questions. Donc on a fait une suite. Le film que vous allez voir là, ce soir, on en a fait une version américaine. Et actuellement, le film sur l'histoire populaire des États-Unis, vu par deux réalisateurs français, est diffusé aux États-Unis. Donc voilà les petits Français qui commencent à attaquer le marché américain. Eh oui. Bravo. C'est encore léger, mais enfin voilà, c'est... Alors, il a également publié quelques livres. On s'est démené pour essayer de les trouver, mais ils sont tous épuisés. Oui. Donc, Là-bas si j'y suis, carnet de route. 3 tomes de Là-bas si j'y suis, carnet de voyage. Et Ugly, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. Alors, il y a un grand événement, Ugly, parce qu'avant de faire Là-bas si j'y suis en 89, j'avais fait une bonne dizaine d'années de radio. Et j'avais fait une année de quotidienne d'histoires épouvantables. Ça s'appelait Chair de poule. Et là-dedans, j'ai écrit une série qui s'appelle Ugly, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui a fait l'objet d'un bouquin par la suite. Et c'était une histoire très, très épouvantable. Et là, on est en train d'y retravailler et elle sera publiée, ça va ressortir cet été dans une nouvelle version sur notre site. Voilà, donc... 30 ans après, Ugly revient. Et vous savez que c'est raconté par sa petite sœur qui a le grand malheur d'être jolie et normale, ce qui n'est pas le cas de son frère. Et elle est très malheureuse parce qu'on ne s'occupe que de son frère. C'est une histoire épouvantable. Vous pourrez vous régaler avec cet été sur la plage ou dans le train ou en vélo. Voilà. Ugly. Après ça, il y a eu L'île du droit à la caresse. Ouais, un livre pour les enfants. Ouais. Ensuite, Post-scriptum sur l'insignifiance suivi de dialogue. Avec Cornelius Castoriadis. C'est un entretien avec Cornelius Castoriadis en 96. Oui, ça a été un best-seller, ça. Juste un entretien qui a très bien marché. Et enfin, un livre CD extrêmement émouvant, très émouvant. Qu'on rediffuse. Qu'on ressort là, parce que Là-bas si j'y suis va éditer. Voilà. Donc, dans quelques jours, en tout cas à la rentrée, on ressort nos années Pierrot, qui était sorti en 2001 ou 2002, et on le ressort là pour cette rentrée. Genre dans l'édition aussi. On peut tout faire quand
quand on n'est plus à Radio France. Mais, bon, c'est des bonnes nouvelles, ça. Donc, on va retrouver, tes livres. Donc, super. Alors, comment va se dérouler cette rencontre? Donc, on va tout de suite donner la parole à Daniel, qui interviendra pendant une demi-heure. Et après, vous m'arrêtez quand vous voulez. Oui. Et puis ensuite, on dialoguera le plus librement possible. Donc, pour les personnes qui veulent parler, vous levez la main. Il y aura 2 personnes, donc Sébastien et puis je la vois pas. Enfin, il y aura le micro circulera, voilà. Donc on va parler. Tu nous quittes alors, Cécile. Je vais me rapprocher de Daniel comme ça. Donc on va parler ce soir, à savoir si un autre journaliste est possible. Point d'interrogation, point d'exclamation. La réponse elle est oui, voilà. Merci Daniel, merci. Merci à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée. Non, la réponse, elle est oui, bien sûr. Elle est oui, bien sûr, et tout ce que vient de raconter Dany en est la preuve. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2014, c'était quelques jours après que j'ai été licencié de France Inter, après 40 ans de collaboration avec France Inter. Et il s'est passé pas mal de choses en 4 ans, que je vais résumer succinctement. Mais un autre journalisme est possible, et surtout un journalisme engagé. Je vous encourage à, si vous voulez être journaliste, ou si vous vous intéressez au journalisme, à vous intéresser à cette forme de journalisme-là. Ça devrait être un pléonasme, journalisme engagé. Mais en tous les cas, ça profite bien. Et ceux qui sont engagés dans le journalisme engagé s'en sortent pas si mal. Vous en avez un qui était là il y a 4 ans, qui est devenu député, si vous voyez de qui je parle, et qui est un ancien de la BASS J'y suis, là, qui a travaillé 7 ans à la BASS J'y suis, donc voilà. Il y en a un autre qui est maintenant directeur du programme de France Inter, qui a commencé à la BASS J'y suis. Il y en a un autre qui a commencé aussi, qui dirige tout ce qui est habillage musical pour Radio France. Tout ça, c'est des gens qui ont commencé à la BASS J'y suis. Il y en a une, Sonia Kronlund, qui fait une émission quotidienne sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre, qui est excellente, qui est une extension, enfin, qui a une filiation avec la BASS J'y suis. Une autre qui s'appelle Olivia Gesbert, qui fait une émission quotidienne sur Culture qui s'appelle La Grande Table, qui est une ancienne de la BASS J'y suis. Pascal Pascariello va avoir le 22 à son tour le prix de la SCAM. Vous avez toujours Guy Vanctil, Antoine Chao et Charlotte Perry qui continuent sur Inter le samedi après-midi, une excellente émission dans la filiation de la BASS J'y suis qui s'appelle Comme un bruit qui court. Je peux continuer comme ça. C'est-à-dire que tous ces journalistes engagés réussissent très bien. Donc la lâcheté et la soumission, ce n'est pas forcément la meilleure voie. Je dis ça sans arrogance excessive, mais ça me permet de répondre oui, un autre journalisme est possible, et un autre journalisme est en train d'être possible. D'ailleurs, je crois qu'il y a toujours eu un autre journalisme. On va évoquer, enfin vous allez voir tout à l'heure, si vous voulez bien, ce film sur Howard Zinn, et on évoquera les grandes luttes sociales du tournant du XXe siècle. Et à l'époque, il y avait un mouvement véritablement de journalistes américains qui s'appelait les muckrackers, c'est-à-dire les fouilles-merdes. Et c'est des très grands journalistes, mais qui, un peu comme ceux de la BASS J'y suis, sur Inter et aujourd'hui sur le net, se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas alors qu'on ne leur demande rien, et font un journalisme assez transgressif, et un journalisme qui a pour but d'interroger le pouvoir sur sa légitimité. Et tous les pouvoirs. C'est ce que fait formidablement en ce moment Ruffin, qui est dans le pouvoir, qui est dans l'exercice du pouvoir et qui interroge cet exercice du pouvoir d'une manière critique. Après tout, c'est jamais que
une autre forme de journalisme, puisqu'il continue en même temps son journal. Alors, on pourrait parler du contraire, c'est-à-dire de ce que prétend être le journalisme, pas le nôtre. Nous sommes des journalistes hétérodoxes, et qui serait le journalisme objectif. Il y aurait une objectivité du journalisme. Évidemment, non seulement je n'y crois pas, non seulement personne n'y croit, mais je crois que c'est par cette fausse objectivité ou par cette objectivité que passe effectivement cette idéologie dominante qui quand même nous imprègne et domine aujourd'hui. L'objectivité, ce serait de dire, bon, nous sommes ce soir en direct d'Auschwitz et nous allons donner 5 minutes aux Juifs et 5 minutes aux nazis. C'est équilibré, 5 minutes chacun. Ou bien nous sommes en direct depuis le sud des États-Unis et on va donner 5 minutes aux esclaves et 5 minutes aux esclavagistes. Alors vous allez me dire, attendez, vous prenez des caricatures, vous poussez le bouchon. Non, je peux prendre des images très récentes que vous avez sans doute vues à la suite de ce qui s'est passé à Gaza, et sur la barrière de Gaza. Vous avez vu ces scènes où des snipers extrêmement aguerris, particulièrement bien entraînés, ont tiré comme des lapins des Palestiniens qui manifestaient. Et qui manifestaient en essayant de créer un écran de fumée entre eux et ces tireurs, en brûlant des pneus. Vous avez vu ces images terribles, et qui utilisaient des miroirs pour essayer de les aveugler, qui ont essayé de faire voler des cerfs-volants avec des choses enflammées, c'est-à-dire des bricolages face à une des plus grandes, plus puissantes armées du monde, extrêmement pointue sur le plan technologique. Et comment on a présenté ça sur tous les écrans de télévision du monde en 2 parties? Vous aviez une moitié, c'est Israël, l'autre moitié, c'est le Gaza, c'est les Palestiniens. Ce qui revient à dire, voilà, il y a un conflit entre 2 camps. Hein? D'ailleurs, on dit le conflit israélo-palestinien. Ce serait ça l'objectivité. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan une puissance adossée à la plus grande puissance du monde, puissance militaire et économique du monde, qui sont les États-Unis, à côté c'est la plus grande prison à ciel ouvert du monde, hein, Gaza, avec des gens qui sont complètement... 95% des Gazaouis n'ont pas l'eau courante. Hein, et ça, ce serait à mettre sur le même plan. Cette objectivité-là est une objectivité qui n'en est pas une, et qui est une prise de position. C'est une prise de position idéologique ignorée, probablement, peut-être, j'en sais rien, par les journalistes qui mettent ça en scène. Et là, on se fait piéger de cette façon-là. Donc, je ne crois pas du tout à l'objectivité, je crois je crois qu'on ne peut pas ne pas être subjectif. Si on dit à ce monsieur, vous ne voudriez pas faire une photo de cette soirée très agréable où nous sommes? Voilà, je vous donne mon appareil photo, vous avez le vôtre, allez-y. Comment vous allez vous y prendre? Hein, vous allez nous photographier tous les deux? Vous avez raison, on est très beaux, mais oui, mais vous n'aurez pas la salle, ok? Donc vous allez faire comment? Vous allez venir là, vous allez à la salle, mais vous n'aurez pas nous, ok? Donc vous allez vous mettre sur le côté comme le camarade qui est en train de nous faire nous, mais pas vous. Lui, c'est un photographe professionnel probablement, à sa façon de se tenir, je suppose. Voilà. Donc, en tous les cas, il a choisi un angle. Vous avez vu? Vous allez choisir un angle. Vous allez choisir un angle. Vous allez choisir un angle qui va en dire plus sur vous, sur lui ou sur quelqu'un que la photo qu'on verra. Mais en aucun cas, vous n'aurez... Ou peut-être que vous allez dire, attendez, vous n'avez pas une échelle, vous voudrez monter pour avoir tout vu d'avion, pourquoi pas? En tous les cas, vous allez choisir un angle. Donc, voilà, c'est une petite... j'adore ce que disait Prévert à Robert Doisneau. Il lui disait, tu es un imparfait de l'objectif. Nous sommes des imparfaits de l'objectif. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne respectons pas la vérité. Je crois que c'est Camus qui disait la recherche de la vérité n'empêche pas l'engagement. Ça nous va très bien. Cette phrase-là nous va très bien.
c'est-à-dire que nous faisons un journalisme tout à fait classique, et je suis désolé, mais ça va sonner qu'une fois de plus. On fait un journalisme tout à fait classique, un journalisme rigoureux de recherche, de recoupement c'est la dernière fois, des informations. D'abord, pour commencer, il n'y a pas à prendre position tout de suite, ça c'est vrai. On a trop ça dans des formes d'intervention sur le net, des gens qui donnent tout de suite leur point de vue, qui tiennent à donner leur point de vue comme ça. Non, il faut d'abord faire ce boulot rigoureux d'information, de recoupement, qui n'est pas toujours très sexy, de situation, de remise en situation, etc. Tout ce qu'on vous apprend dans les écoles de journalisme, c'est pas si mal que ça. Et après le travail commence. Pour ce qui nous concerne, c'est essentiellement un travail de reportage. On a tenu beaucoup, c'est ce qu'on a fait pendant 25 ans pour France Inter. Et là, je pense que vous avez le droit de faire part de votre engagement à condition de ne pas cacher votre drapeau dans votre poche. Et nous, notre devise, c'est plus près des jetables que des notables. Donc, vous voyez, on dit bien dès l'entrée de jeu de quel côté nous nous situons. Et voilà, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais je pense que c'est pas mal de situer les choses et de faire attention à cette fausse objectivité. Sinon, la critique des médias, ça fait un bout de temps que ça dure. Je pense que vous avez entendu parler de ces critiques qui n'arrêtent pas depuis des années. Les médias, du temps où on disait la presse, parce que ça ne fait pas si longtemps qu'on dit les médias, la presse a toujours été critiquée, très souvent par la presse elle-même, parfois par des auteurs, par des écrivains. C'est une constante, c'est lié presque ça. La critique de la presse est comme une ombre qui suit la presse. Mais il y a quand même un âge un peu nouveau, avec 2 dates récentes. L'une, c'est 88, avec la publication du livre de Noam Chomsky et Ed Herman, qui s'appelle « La fabrique du consentement », que je vous conseille, si vous ne connaissez pas ce bouquin, je vous le conseille, qui explique de l'intérieur comment se fabrique, comment les médias contribuent à la fabrication de cette idéologie dominante d'aujourd'hui, en démocratie, de façon le contraire de la dictature, parce qu'on voudrait que si ce n'est pas la propagande de la dictature, alors c'est bien. Non, Chomsky et Herman disent non, on peut très bien, à l'intérieur du monde démocratique, occidental, faire exactement de la propagande, et il appelle ça le lavage de cerveau en liberté, et ils montrent tous les deux comment ça se passe. Ils montrent les filtres, ils montrent les influences. Je ne vais pas détailler, parce que ça ferait l'objet d'un développement important. Et puis, il y a, pour ce qui nous concerne, alors encore plus près de nous, les 2 livres, l'un de Pierre Bourdieu sur la télévision, et puis celui de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, qui a eu un grand succès de librairie, comme vous savez peut-être, et qui a donné lieu à un film que je vous conseille. Le livre de Serge Halimi, il a été la seule émission dans laquelle il est intervenu, c'était la nôtre à l'époque, ce qui nous avait valu vraiment une féroce critique de la part du reste de la rédaction de France Inter et de Radio France en général. Et je crois qu'ils en sont toujours parvenus de ce rejet qui ne nous pèse pas plus que ça. Voilà, Halimi s'attaquait sur ce livre, dans ce livre que je vous conseille également, aux éditocrates, à la médiacratie, c'est-à-dire aux élites qui vous disent ce que vous devez penser.
puis qui vous disent aussi ce à quoi vous devez penser. Hein. Voilà, je crois que ça c'est assez. Maintenant, même si ça continue, ils sont toujours là. Hein. Cette critique a commencé. Et puis vous avez, ce qu'il ne faut pas oublier, issu de ce moment, Acrimed, qui continue de faire un boulot quotidien de critique des médias très précis et très éclairant. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Je crois que ce qui est un peu oublié là-dedans, c'est vous. C'est-à-dire les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs. C'est-à-dire le public. On a développé une certaine sociologie de la réception pour savoir un peu... Parce que généralement, ces gens que j'ai cités sont des grandes personnalités intellectuelles, Bourdieu, ou Serge Halimi, ou Acrimed, sont des universitaires. Très bien. Ils ne se mettent pas toujours du côté des jetables. Je ne dis pas que ce sont des notables, hein, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas répété que j'ai dit que c'était des notables. Mais en tout cas, ils ne voient pas très bien comment fonctionnent les jetables. La capacité d'occulter qu'ont les jetables, la façon de ne pas croire vraiment à ce qu'on leur dit, la façon de s'en foutre un peu, la façon de regarder en biais, la façon de se... Bon, on est au courant, quoi, hein, puis ça suffit comme ça. Je crois que ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Vous vous souvenez tous de campagne où il fallait absolument que nous votions pour... comment s'appelle ce type avec un genre de goitre? Balladur, voilà. Et il fallait... Non, mais je dis ça gentiment. Hein, il fallait que tous les médias étaient en train de... Ça n'a pas marché. Bon, on a vécu des choses plus récentes. En 2005, le traité de constitution européenne, là, vraiment, tous les aigles de la pensée médiatique et leurs experts nous disaient qu'il fallait absolument voter oui à ce qui était l'avenir de l'Europe, donc de la paix. Jean-Marie Cavada avait dit que voter non, c'était voter Auschwitz. Hein. Voilà, ben, ça a été non. Ça a été non. Alors pourquoi ça a été non? Alors on vous dit, bah voilà, ben bien sûr, parce qu'ils écoutent là-bas, si j'y suis. Je suis content que vous rigoliez, ça me met à l'aise. Parce qu'ils lisent Le Monde diplomatique. Ça vous fait moins rigoler, là, déjà. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ils ont dit non? Peut-être certains d'entre vous ont dit non à l'époque. Mais parce que les jetons, ils sont au chômage. Ils risquent d'y être. Parce qu'ils ont leurs enfants qui risquent d'y être aussi. Voilà, c'est des choses toutes simples, toutes proches, toutes concrètes, qui ont fait que, à l'époque, les Français se sont dit non, on ne va pas marcher dans cette combine, ce traité de constitution ne nous convient pas. Dans le film que nous avons réalisé avec Noam Chomsky, à un moment, il dit une chose qui a choqué le public, mais à tous les coups, dans les débats ensuite, le public, la première question, c'était sur cette intervention de Chomsky, qui dit « Oui, les gens cultivés sont plus facilement manipulables que les gens de peu, que les gens ordinaires. » Alors, le public que nous avons sont des gens éduqués. Vous êtes tous des gens éduqués, des professeurs retraités ou pas retraités, des gens cultivés, etc. Ah non, vous n'êtes pas des crétins qui ne regardez pas TF1, vous ne lisez pas tous ces journaux-là, etc. Vous regardez Arte, vous lisez Télérama, vous écoutez France Inter, vous connaissez votre Bernard Guetta par cœur, votre Dominique Seux par cœur. Voilà. Oui, et non, parce que les gens de peu, je mets des guillemets, on est bien d'accord, ne comprennent pas toujours ce que dit Guetta, parce que c'est quand même, il faut être très fort pour comprendre ce que dit Guetta tous les jours. Mais ils ont des soucis, des problèmes bien concrets
proche le boulot, le chômage, la grève, le truc, le loyer, qui risquent d'être beaucoup plus proches d'un bon sens politique, je dis bien politique, que ceux qui se promènent dans la sphère des idées et des grands projets politiques. Voilà, ça c'est des choses importantes. La sociologie de la réception nous apprend beaucoup de choses face à ceux qui pensent être un quatrième pouvoir. Nous sommes le quatrième pouvoir. Pas si sûr, les gars, pas si sûr. Vous avez des pouvoirs, notamment des pouvoirs de nuisance, mais il y a une certaine résistance, une certaine passivité. En mai 68, on a vendu, c'est le mois où, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a vendu le plus de livres en France, en mai 68. C'est Christine Ross qui dit ça dans son bouquin. Qu'est-ce que ça raconte ? Je ne sais pas si il y a peut-être des gens aussi âgés que moi qui se souviennent de ce que c'était à Paris quand les gars apportaient les numéros du Monde au coin des rues et qu'en 3 minutes, le paquet de journaux disparaissait. D'autres se souviennent de Action, ce journal qui s'est vendu en 2 jours à 100 000 exemplaires dans les rues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous êtes intéressé par quelque chose, quand vous avez un projet, quand il y a un avenir, quand il y a un possible, là, les médias nous intéressent. Là, apprendre nous intéresse. Là, savoir nous intéresse. Mais quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas d'avenir, quand il n'y a pas de futur, quand on est dans la résignation, comme nous le sommes aujourd'hui, les médias ne nous intéressent pas beaucoup. Ce que nous voulons, c'est être au courant. Et d'ailleurs, les médias, chaque jour, nous mettent au courant. OK ? Vous êtes au courant. Il vous faut 3 minutes. Si jamais vous avez loupé les 3 minutes, 2 minutes après, on va vous le redire. Après, 2 minutes après, on va vous le redire. Vous changez de chaîne parce que vous en avez marre, ils font la même chose, ils vous le répètent. Mais si jamais vous dites, bon, je vais regarder un peu ce qui se passe à la télé, ils vous le disent aussi. Donc, vous êtes au courant. Parce qu'on n'était pas toujours en 68, on n'était pas aussi au courant qu'on l'est aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Sinon, il n'y aurait pas eu de maoïste. Mais, j'espère, camarade maoïste. Mais c'est tout, on est au courant. Être au courant, ça ne veut pas dire être informé. Hein. OK ? Et être informé, ça ne veut pas dire réfléchir. Et réfléchir, ça ne veut pas dire agir. Or, quand on a un projet, quand on a un possible, quand on croit, mais c'est vraiment croire, j'insiste bien sur ce mot, hein, croire qu'il y a un devenir possible, il y a un horizon, on ne sait pas très bien quoi. Ce moment où on sait ce qu'on refuse et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut, c'est là qu'il faut des armes. Et les armes, c'est ça peut être l'info. C'est la connaissance, c'est essayer de piger, de comprendre. Ça va très vite, hein. C'est des moments où ça va très très vite. On avait fait un très joli reportage sur je ne sais plus quel mouvement lycéen qui était en lutte comme ça. Et c'est Pascal qui avait fait ça. Elle avait suivi des jeunes en première bac comme ça. Et elle les avait suivis de jour en jour comme ça. Et on avait bien fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop d'influence des profs, un encadrement, mais sans manipulation de la part des enseignants. Ils étaient impeccables. Et on a suivi les élèves. Et c'était marrant parce qu'ils disaient, mais toi, t'es à gauche ou à droite ? Alors l'autre dit, bon, moi, je sais pas. C'est comment, à gauche, ça veut dire... Les mômes étaient absolument incultes politiquement. Ils avaient des vagues notions. Le lendemain, ils avaient lu des trucs. Le surlendemain, ils avaient lu des trucs. Ils avaient relu des trucs. Et on les a suivis pendant 8 jours. Comme ça, 8 jours après, ils étaient dans la manif. Et ils étaient absolument au courant, au point. En quelques jours, il leur avait suffi de quelques jours pour apprendre, pour se situer. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais ça montre déjà que toute lutte est une victoire dès lors qu'elle commence. Il faut voir les luttes par le début. On verra comment ça finit. L'important, c'est que ça commence et qu'on se mette en route. Et actuellement, on n'est pas dans cette situation. Actuellement, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation de résignation. On est dans une situation où on n'y croit pas beaucoup. Bon, il y a encore quelques-uns qui y croient, mais c'est un peu des traînards, ou des gens qui se bercent d'illusions, peut-être.
Et tant qu'on n'aura pas retrouvé, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas par quel miracle on retrouve cette envie d'en découdre, cette envie, cette confiance, cette capacité à changer les choses, la situation je pense, des médias ne changera pas. Parce que finalement, c'est vous qui les faites. On se tourne trop vers les journalistes. On va dire, oui, il y a 8 milliardaires qui tiennent tous les médias, c'est vrai. C'est vrai que les journalistes sont à la botte de ces gens-là, c'est vrai. C'est vrai que les médias fonctionnent exclusivement sur l'audience, sur vendre. Bon, il faut vendre, il faut que ça marche, il faut que ça vende de plus en plus. Hein. Ou bien c'est médiamétrie, mais c'est la même chose. Maintenant, le service public copie, faute de projet, faute de but, faute d'intention, faute de souffle. On est à copier les médias, je parle de la radio, là, par exemple, les radios commerciales. On n'a pas d'autre but sur France Inter aujourd'hui, que d'être devant Europe. Hein? On avait autrefois des patrons qui disaient, bof, nous, l'audience, c'est pas une obligation, c'est une ambition. Maintenant, c'est devenu une obligation. Donc, je pense que un autre journalisme est possible, et ça dépend beaucoup plus qu'on ne le pense ou qu'on ne le dit des lecteurs, des spectateurs et du public de façon générale. Des journalistes font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Vous avez, sur le net par exemple, vous avez quand même toute une série de sites. Vous avez Mediapart, vous avez Arrêt sur Image, vous avez Basta, vous avez Reporter, vous avez Nous, etc. C'est pas rien tout ça, c'est en train de se développer. C'est des modèles nouveaux, des formes d'expression nouvelles. Mais là, on peut véritablement, si vous regardez Mediapart, vous avez d'excellents papiers, vous avez d'excellents journalistes qui travaillent là. Donc, un autre journalisme est possible, il y a cette forme-là. Il y a de la presse papier, ici, vous avez Le Ravi, etc. Des tas de petits journaux locaux qui font tout un boulot, qui nous font dire qu'il n'y a pas rien non plus. Hein. Et c'est cette presse-là qu'il faut soutenir, mais encore une fois, on peut tout à fait être présent au monde sans les médias. Vous savez, si on regarde la presse au XIXe siècle, on était avec Éric Hazan, qui est un bon spécialiste, spécialiste du XIXe siècle, et qui expliquait comment fonctionnait la presse au XIXe siècle et comment fonctionnaient les feuilletons. Hein? Balzac, c'était en feuilleton. Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, etc., c'était en feuilleton. Et d'autres. Et comment ces feuilletons étaient édifiants. Comment ces feuilletons, des fictions, hein, formaient l'opinion tout aussi efficacement que des nouvelles ou un journalisme plus tel qu'on l'imagine. Et puis, on a eu, que ce soit Albert Londres, les Kessel, les Baudard et les grands héros du journalisme, de ce journalisme-là, c'était des sacrés feuilletonistes, c'était des inventeurs quand même. Hein, ils arrangeaient les choses pour que ce soit percutant. Je parlais des muckrackers tout à l'heure. Si vous relisez leur récit, c'est quand même très arrangé. On est entre la fiction et la réalité. Et tout ça, l'important, c'est le regard, c'est ce que vous mettez dans ce que vous lisez, c'est dans l'appropriation que vous faites de ce que les médias vous donnent, vous proposent, que je pense qu'il y a là un angle, une façon de voir qui n'est pas assez souligné par la critique actuelle des médias. J'en ai fini pour l'instant avec ça, si vous voulez. Mais je vais profiter maintenant de la situation, là. Tout à l'heure, Dany a cité les livres que j'ai pu faire. Et là, je suis en train de signer avec un éditeur pour faire une histoire de là-bas si j'y suis. Enfin, une histoire, un livre sur là-bas si j'y suis. Mais je suis très ennuyé parce que je suis sérieux là. Je ne sais pas très bien quoi raconter.
On a fait 5000 émissions. N'importe quelle émission peut faire un livre à chaque fois. Là, je vous montrais tout à l'heure à Dany des reportages qu'on a fait à la frontière de la Corée du Nord avec des enfants, des Kochebi, rescapés de la famine. J'ai réécouté ces gosses. Il y a un livre entier à faire sur ces mômes qui quittent la famine, qui traversent le fleuve sans savoir nager. Il y en a qui se noient, ceux qui survivent se planquent parce qu'il y a des primes à la délation du côté chinois pour les dénoncer. Et les mômes arrivent à tenir quand même. Et ils nous expliquent que des gens leur donnent de l'argent de temps en temps. OK. Alors on comprend qu'il faudrait que nous aussi, on passe à la caisse. OK. Mais on dit, mais comment vous faites qu'est-ce que vous faites de cet argent? Alors on retraverse le fleuve pour le porter à nos parents en Corée. Et je dis, mais il doit y avoir des gens qui vous raquettent, il doit y avoir les gardes-côtes qui vous raquettent, etc. Et il y a un gosse qui dit, ouais. Alors comment vous faites? Eh bien on les mange, on mange l'argent. Ah, OK. Et puis, eh ben on ne fait pas caca. Ah. Et puis, on traverse, et puis après là-bas, on fait caca, on les lave, et puis on les donne aux parents. Ininventable. C'est ce que le reportage apporte sur le terrain. C'est des détails comme ça qui font que les choses deviennent vivantes et prennent du corps. Mais dire que, mais j'ai 5000 histoires comme ça à raconter. Alors, ceux qui connaissent l'émission, ceux qui ont envie de savoir quelque chose sur cette histoire, dites-moi ce que vous pensez qu'il serait intéressant de raconter dans un livre sur là-bas si j'y suis. Ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut raconter nos démêlés avec la justice, par exemple, qui ont été nombreux, avec le travail en équipe, comment ça se passe? Parce que là, je fais le malin, mais là-bas, si j'y suis, au cours de ces 25 ans, sur Inter a été fait par une centaine de personnes au total. Donc, je n'ai pas fait ça tout seul. Est-ce qu'il faut parler des tensions qui ont pu exister avec les directions successives? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est indépendant dans un média public, puisque là, il n'y a pas le profit pour but? Enfin, c'est autant de questions. Alors, si vous avez envie à la fois de me poser des questions, j'essaierai d'y répondre, ou me donner des idées, j'en serais absolument ravi. Puis sinon, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez. On va vous remercier. On va te remercier. Non, je pense qu'il y a 2 micros ou un seul? Un seul micro? Bon, on va se débrouiller. Ouais. Alors, Daniel nous propose un double exercice, donc soit de poser ou de faire des interventions sur la question qui a été, le sujet qui a été proposé, donc un autre journalisme est-il possible? Et puis d'alimenter sa réflexion sur quels seraient les sujets qu'il faudrait traiter. Voilà. Quelle émission particulièrement vous a retenu quelle idée pour le prochain livre? Voilà. Donc, si vous voulez intervenir, vous levez la main. Ouais, donc, en dehors de là-bas si j'y suis, depuis le début, j'ai beaucoup écouté France Culture à l'époque où c'était une radio de gauche, avant que Laura Adler n'y mette bon ordre. Et j'ai été particulièrement intéressé par un journaliste, et je voudrais savoir si tu l'as connu, si vous avez eu des échanges, et si tu sais ce qu'il est devenu. Il s'agit d'Antoine Spire. Je me souviens d'Antoine Spire, mais je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. Je sais qu'il était très proche du Parti communiste, mais je ne sais pas. Je crois qu'il a fait des émissions, par la suite il était un excellent intervieweur. Mais c'est... Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a été viré par Laura Adler? Ça, je ne connais pas le dossier. Pardon?
Ah bon? Bah, c'est pas mal ça, d'accompagner les croisières culturelles. Moi j'hésite parce que notre studio est sur le canal Saint-Martin et je me vois bien accompagner les gens, leur expliquer un peu l'hôtel du Nord et tout ça. Ok. Donc, il y a une dame là. Je répète l'intervention, mais auparavant, je vous donne une consigne. Comme on fait une captation vidéo, il est important que vous réclamiez le micro pour intervenir, parce que sinon, c'est un blanc et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, votre intervention, il fait des animations de croisière. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Alors, qui souhaite intervenir? Oui. Sébastien? Ah, pardon. Oui. Je m'excuse auprès des autres. Ouais. C'est bon, on entend là? Oui. Est-ce qu'il y a une limite enfin, j'ai plusieurs questions, mais bon, là, du coup, pour respecter le nombre, j'en poserai que quelques-unes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à un développement de journalisme de qualité, de sorte que pour qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait une demande de journalisme de qualité et que, par exemple, on sait, il me semble que Serge Halimi, par exemple, avait dit que le format écrit était plus propice à une réflexion plus profonde que quelque chose de surstimulant pour le cerveau qui va pas forcément laisser place à la réflexion, modèle BFM TV par exemple. Du coup, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a comment on pourrait contrer ces limites à un développement de journalisme de qualité et à la création d'une demande surtout, une alimentation d'une demande? Là, je pense que le journalisme est de l'offre, c'est de l'offre. À partir du moment où on répond à une demande, on est dans la vente des maillots de bain, si vous voulez. Il y a un moment, c'est l'été, on veut des maillots de bain, donc les marchands de maillots de bain nous vendent des maillots de bain. Ça s'appelle la demande, ok? Notre boulot, c'est pas ça. Notre boulot, c'est l'offre. C'est d'aller dénicher des sujets. Et c'est pas compliqué, les sujets. Hein. C'est toujours des sujets qui doivent être tournés sur le pouvoir. On doit aller interroger les pouvoirs sous toutes leurs formes, sur leur légitimité. La plupart d'entre vous n'ont pas que ça à faire. Vous avez vos boulots, vous avez vos vies, enfin, etc. Les gens n'ont pas leur truc. Et le boulot des journalistes, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses. D'y aller parfois par des moyens qui peuvent être un peu transgressifs, c'est vrai. Mais l'important, c'est cette légitimité-là. Après, quelle est la forme ? Est-ce qu'il y a une forme plutôt cérébrale qu'une forme plutôt physique, etc. Je ne le crois pas. Serge, c'est un vieux copain et il a beaucoup d'admiration pour la presse de reportage. Il veut toujours trouver des journalistes qui lui font du reportage. Et on considère que le reportage, c'est plus de l'ordre du sensible que de la réflexion. Oui, enfin, vous savez, cette histoire, j'ai parlé il y a quelques jours avec un copain qui est un grand philosophe prestigieux et qui me disait, tu vois ce qu'il faudrait, mais il avait vraiment mis beaucoup de temps pour arriver à ça, c'est quelque chose qui soit à la fois la réflexion, l'émotion et la concision. Ah, je dis, ça c'est formidable. Comment t'es arrivé à ça? Il dit, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. Ok. J'ai dit, tu sais ce que tu es en train d'inventer? Il dit, non, tu es en train d'inventer la chanson. J'ai dit, tu es en train d'inventer la chanson. Hein? Pour n'importe quelle chanson de Jean Ferrat, n'importe quelle chanson de Brassens, n'importe quelle chanson de Bachung, c'est émotion, réflexion, concision. Voilà. Bon, voilà. Il était étonné, il s'est demandé s'il fallait continuer de faire des bouquins comme ça qui restent sur des étagères magnifiques. Hein. Mais voilà. Donc, ces histoires entre l'émotion, la réflexion, c'est ce qu'on essaye tous de faire. Hein, ce moment où, voilà. Alors, on n'y arrive pas toujours. Mais on se rattrape le lendemain. C'est ça qui est génial quand vous faites une émission quotidienne. Quand vous faites venir Frédéric Lordon la première fois qu'il est venu, ce gars-là, je lui ai posé une question, il a parlé pendant 3/4 d'heure tout seul. J'ai rien compris. J'ai rien compris. C'était un très grand économiste, spécialiste des mouvements de la finance. Je ne comprenais rien du tout. Il était vachement gentil.
Et on s'est dit salut, à bientôt, merci, c'est gentil. Je me suis tourné vers les gars de l'équipe en disant, l'équipe, bon, on ne peut pas diffuser ça. C'est pas possible. J'ai rien compris. Alors, il y avait Coy, le réalisateur, qui, lui, il est un peu moins bête que moi en matière d'économie et de finance. Si, je comprends à peu près. Il a monté cette émission, et on a fait un tabac, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait plein d'auditeurs qui comprenaient Lordon. Moi, je ne comprenais pas le Lordon. Après, on a retravaillé. Mais là-dessus, bon, voilà. Mais le lendemain, on s'est dit, bon, on va faire une émission. Je crois que c'était sur un truc, sur un club échangiste à Vincennes. Ça, on comprend, tout le monde comprend la nuit d'Anne Rioux au club échangiste de Vincennes. Voilà. Et puis après, on fait un truc sur... Vous voyez, parfois, on arrive à ça. On arrive à mêler l'émotion, la réflexion et la concision. Ça nous arrive aussi, mais ce n'est pas toujours. Si on s'est loupé, il ne faut pas non plus, pour autant, ne pas prendre Lordon. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un truc, il faut laisser parler Rancière pendant 3/4 d'heure à bredouiller des trucs que vous comprenez à moitié, parce que un jour, quelqu'un comprendra. À Ivolging, en Sibérie, Staline avait laissé un temple... un temple bouddhiste. Il n'avait pas massacré celui-là. Et on est allé visiter ce temple magnifique. Et il y a des sortes de moulins à prière, vous connaissez peut-être ça, c'est sur des axes comme ça, il y a des formes en bois qu'on tourne et qui sont des prières. Et puis les moines qui étaient là récitaient je dis à ma consoeur qui était là, je dis, mais c'est quoi cette langue qui parle? Alors, elle dit, on ne sait pas, on va leur demander. Et c'est une langue tibétaine ancienne. Ah, on dit d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ah, ok. Et quelqu'un un jour viendra qui comprendra. C'est vachement beau. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'étais môme, je suis d'un milieu populaire, les gens. Mais il y avait plein de trucs, on ne comprenait pas encore. On comprenait un peu. On comprenait que ça allait être intéressant un beau jour. Et puis, il y a certaines choses qui ont été intéressantes et même éclatantes un beau jour, mais pas tout de suite. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais c'est un flair qui va faire que... Et c'est ça qui est génial, encore une fois, dans une émission quotidienne, c'est que vous pouvez alterner les sujets. Voilà. Le but, c'est l'éducation populaire. Le but, c'est le public. Vous avez 3 trucs. Vous avez qui parle, de qui on parle, à qui l'on parle. OK ? Qui parle, vous avez vu, il n'y a que moi qui parle. C'est pas très intéressant. Oui, d'accord. Mais voilà. Il y a de quoi on parle, le sujet, les gosses dont je vais parler tout à l'heure. Mais l'important, c'est à qui on parle. Hein, à qui on parle. Et on oublie à qui on parle. Là-bas, si je suis au début, je m'apercevais que les reporters de l'équipe travaillaient pour moi en disant pourvu que ça plaise à Mermet, putain, parce que j'ai besoin de... Et moi, je me disais pourvu que ça plaise à la direction. Et le directeur se disait pourvu que ça plaise au président. Et lui, pourvu que ça plaise au ministre. Et l'autre, le ministre, voilà, il dit pourvu que je reste là. Voilà. Hein, voilà. Et, bon, on a dit ça suffit comme ça. Et on travaille pour les auditeurs. Et on a mis un répondeur au milieu du bureau. Et j'ai dit aux auditeurs, laissez des messages sur le répondeur. Et on l'a mis à fond au milieu du bureau. On était en train de bosser. Et de temps en temps, il y avait « Bonjour, je suis Alain, je vous appelle depuis La Rochelle et je voulais vous dire... » C'était formidable. Je dis « Mais attends, tu vas le fermer. » On dit « Non, on travaille pour Alain de La Rochelle qui veut nous dire qu'il a un problème avec ses huîtres et que si ça continue, je ne sais pas quoi. » Voilà. Et voilà, on travaille pour ces gens-là. Ça, c'est des choix aussi. Hein. C'est des grands choix idéologiques. Ça, c'est l'idéologie. Ça, c'est une ligne éditoriale. Si on perd cette boussole-là, on ne fait pas notre métier. Enfin, voilà. On fait autre chose. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on fait. Ça s'appelle l'objectivité. Moi, je voulais vous poser une question. Bonjour. Voilà, je suis là. Oui. Vous avez dit que vous avez plusieurs journalistes payés en CDD. Non, en CDI, pardon. CDI. Ouais. Quelles sont vos ressources financières, si c'est pas indiscret? Mais c'est vous. Pardon? Parce que vous allez tous vous abonner là ce soir. Oui. Ça va c'est vous uniquement coûter... les abonnements? Hein? Uniquement les abonnements? Uniquement, exclusivement des abonnements. Vous savez, le lendemain du jour où j'ai été viré, le 24 juin 2014, on s'en souvient, 3 jours après j'étais ici,
Et il y a des gens qui m'ont envoyé des chèques à mon ordre. Je vous promets. Ils continuent. Avec un petit mot, continue. Donc on a compris qu'il fallait qu'on continue. On a eu 200 000, on a fait 200 000 signatures de soutien. Et on a dit, bon, ben, on ne peut pas faire autrement. D'abord être viré dans ces conditions, c'est inacceptable. Donc on ne pouvait pas ne pas continuer. Comme disait Bourdieu, je les emmènerai jusqu'au bout. C'est la devise de Bourdieu. C'est la nôtre aussi. C'est la mienne en tout cas. Et, mais pas seulement eux, parce qu'ils sont trop médiocres pour qu'on passe son temps à les combattre. Et voilà. Donc on a transformé ça en abonnement. On a suivi absolument le trajet de Daniel Schneiderman, qui avait été viré lui aussi, avec son émission Arrêt sur Image, qui avait fait une pétition. Et puis ensuite, avec cette pétition, il avait suggéré aux signataires de s'abonner à son site. Et on a fait exactement le même scénario. Et voilà, aujourd'hui, on a 20 000 abonnés. 20 000 abonnés. Il y a 20 000 abonnés, oui, 20 000 abonnés. Voilà, vous pouvez calculer, ça fait 5 € par mois ou 60 € par an, avec des tarifs dégressifs. Enfin, c'est très savant. Si vous êtes très très malin, vous arrivez à vous abonner pour presque rien du tout. Mais ça, il faut être un peu malin, mais pas tellement. Et, merci. Et on a 30 000 personnes qui viennent nous voir chaque jour et 1 million par mois. Voilà, et on est une dizaine de journalistes, mais pas seulement journalistes. Il y a des techniciens, des cadreurs, etc. Et une administratrice qui est absolument géniale. Parce que maintenant, voilà, on est devenu une petite entreprise. Hein. On est une association, 1900 sans but lucratif, mais on est dans une logique entrepreneuriale, qu'on le veuille ou non. On n'est plus à Radio France où quand un ordinateur ne marche plus, on dit « tu ne veux pas appeler le gars du… » Et le gars arrive et il change l'ordinateur, quoi. Nous, c'est pas tout de suite. Mais enfin, on a du bon matériel. Voilà. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a des idées pour alimenter le prochain livre? Vous m'aidez pas beaucoup, hein. Je vais voir que non, allez-y, on parle de ce que vous voulez. Là, on va… Attendez. Il faut parler dans le… Oui, il y aurait tellement de… Quand vous étiez sur tous les fronts, sur tous les terrains… Pardon ? Vous étiez partout, sur plein de terrains différents. Oui. C'était ça qui était absolument intéressant. Oui. Le fait de mettre les enregistrements, pas toujours très agréables aussi, où il y avait du mépris de certains, évidemment. On ne vous entend pas. Ouais. Ah, vous parlez du répondeur, là. Oui, je parle de ça aussi. Oui. Oui. Ah, là, ça ira mieux. Bon, Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aurait un pavé. Il y a tellement d'endroits différents où vous êtes allés. Je pense qu'il faudrait essayer d'aborder le maximum de contexte là où vous étiez dans différents sujets. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas toujours heureux aussi, le répondeur. Il y avait parfois des gens extrêmement méprisants. Et j'ai trouvé ça méprisant que France Inter, pour les 50 ans, n'ait pas une seconde fait allusion à votre émission. J'ai trouvé ça lamentable. Vous savez, pour les 50 ans, là, ils ont fait quelque chose de… Oui, mais vous savez, ça, si vous voulez, j'ai vraiment pas envie qu'on fasse les martyrs. Si vous voulez, la part de bonheur, pour employer des grands mots, qu'on a tiré de cette histoire-là en 25 ans, vraiment, par rapport à quelques emmerdements, quelques jalousies, c'est très très peu par rapport… Vous savez, il est 6 heures du matin, vous êtes au coin de la rue, vous appelez un taxi, vous dites Roissy. Hein, bon, ça c'est le bonheur, parce que vous savez que vous allez, le soir même, vous allez vous retrouver à l'autre bout du monde. Oui. Alors, cette joie-là, c'est une vraie joie. Hein, oui, c'était le voyage. C'est pas seulement le voyage, c'est aussi le reportage. Le voyage. Nous, on n'est pas des écrivains voyageurs. Oui, mais ce bonheur-là, cette joie-là, ce que dit quand quelqu'un, on commence à une rencontre comme ça, le gars qui dit « moi, ça m'a édifié politiquement », vous vous rendez compte d'une gratification. C'est génial. Et ça nous arrive souvent, ça arrive à toute l'équipe. On s'aperçoit qu'on a effectivement contribué à la formation politique de certaines personnes, de pas mal de monde. On en est très fiers. Et en sachant qu'on n'est pas si hétérodoxe que ça. Le grand historien britannique Eric Hobsbawm, que vous connaissez peut-être,
qui a été édité par Le Monde diplomatique, pour l'âge des extrêmes, un bouquin que je vous conseille sur le XXe siècle. Il s'est trouvé que j'avais fait un entretien avec lui à ce moment-là, et on est restés amis. À chaque fois qu'il faisait un livre nouveau, il passait. Et on faisait une émission. Puis la dernière fois qu'il est passé, il était très très âgé, magnifique. Et c'était un petit livre qu'il avait écrit sur la commémoration de la Révolution française en 1989. Et il me dit, il parlait français, il me dit, je vous écoute à Londres. Je me dis, mais quand même, ça c'est une vraie légion d'honneur. Apprendre qu'Eric Hobsbawm écoute là-bas si j'y suis, étant à Londres. Et il me dit, mais comment vous qualifiez votre émission ? Alors ça, c'est le truc que j'ai jamais su répondre. Alors je bredouille, je dis oui, critique, de gauche, voilà. C'est toujours difficile à définir. Il dit, mais vous connaissez Babeuf ? Ah, je dis oui, je situe Babeuf, ouais, la conjuration des égaux, ok. Et 1848, ça vous dit quelque chose ? Oui, je vois, je situe. La Commune, ah oui, ça, oui, on connaît la Commune. Et les mutins de 1917 ? Ah, je dis, mais le mutin de 17, mon propre père y était. Pas mon grand-père, mon père y était, Georges Mermet. Ah, et vous confondez pas 1934 et 1936 ? Non. Ok. Et la fiche rouge, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, on a fait des émissions sur la fiche rouge. Et puis, mai 68, ça, vous y étiez ? Je dis oui, ok. Et bien, votre émission, c'est la suite de ça. Ah, merci. Et, au fond, vous êtes un conservateur. Et je trouve que c'est bien. Je me vois bien dans ce conservatisme-là. Je vois qu'on est tous un peu là-dedans, si vous voulez. C'est pas la peine de se croire marginaux. Je ne sais quoi. C'est les autres qui disent qu'on est marginaux. C'est eux qui le sont marginaux. C'est eux qui sont marginaux et qui font des choses assez bizarres. Et qui sont des journalistes engagés. Poujada, c'est un type vachement engagé. Voilà, comme Claire Chazal, sur le qui avait un goût dans la baladure, elle a fait un bouquin avec lui sur Balladur. Yvan Levaille a fait un livre sur les mémoires de M. Michelin, etc. Je n'ai jamais fait des choses pareilles sur qui que ce soit. Et voilà, non ? Voilà, je termine juste sur Zoé Varier, qui fait quand même une émission assez intéressante. Zoé Varier, avec qui vous avez travaillé. Une journée particulière, c'est quand même intéressant. C'est très, très bon. C'est une très bonne journaliste. Merci. Oui. Très bonne traductrice du russe, en plus. Ils ont tous beaucoup de talent. Tous ceux il suffit d'être passé par là-bas, si j'y suis, pour avoir du talent. C'est pas compliqué. Il y a 2-3 emmerdeurs, mais ils sont enfoncés dans les marécages. Devant, toujours. Pour poursuivre sur votre exercice de qualification du journalisme, qu'est-ce que vous pensez du Canard enchaîné ? Comment le qualifiez-vous ? Piège. La forme la plus accomplie du journalisme, c'est-à-dire par la longueur des articles, par le style, le pétillant des papiers, etc. Absolument fantastique. Après, il y a de tout dans le Canard, hein ? On a de tout dans le Canard. On a de tout dans le Canard. Et quand on connaît un peu le Canard de l'intérieur, il y a quand même pas mal de copinage, pas mal de camaraderie, pas mal de choses, de couvache. Pas mal aussi de sources un peu douteuses. Voilà. Pour avoir des échos de ce qui se passe pendant le Conseil des ministres, il est possible que ce soit un ministre qui donne ces échos-là, et il se trouve que souvent c'est le ministre donc, qui n'est jamais critiqué, par exemple. Vous voyez ? Mais vous avez un des plus grands journalistes probablement, enfin il y en a plusieurs qui sont excellentissimes au Canard, donc Claude Angéli, qui est un modèle irremplaçable, qui est âgé maintenant, et qui continue de faire des papiers sur la défense, sur l'armée, etc., qui sont particulièrement... Non, mais ils sont excellents. Moi, je lis le Canard avec plaisir et parfois avec rage. J'engueule tout le monde en disant on n'y a pas pensé, comment se fait-il qu'on n'ait pas fait ce truc-là ? Non, c'est un... Mais enfin, voilà, il y a des critiques à faire. Voilà, 100 ans, ils ont dépassé les 100 ans. Nous, ça fait jamais... Ça va faire 30 ans à peine en 2019, ça fera 30 ans là-bas seulement. Alors là-bas, tout au bout.
Bonjour, rebonjour. Alors, moi, j'ai un témoignage, une question. Vous ne pouvez pas faire un geste parce que vous êtes tous dans la sono, je ne vous vois pas. Ah, ben voilà. Ah, voilà, ok, ça y est. J'ai fait un geste en plus. Donc, mon témoignage est le suivant. Je suis journaliste tout juste licenciée, comme je te le disais tout à l'heure, au sein d'un journal très engagé que j'ai défendu bec et ongles. Malheureusement, dans ce journal très engagé régional, il se trouve qu'on couvrait des événements pour dénoncer des conditions de travail ailleurs qui étaient exactement celles que l'on vivait à l'intérieur, ouais. Sinon pire. Donc ma question est la suivante. Quelle est la limite du sacerdoce de l'engagement ? Voilà, comment toi, dans ton équipe, tu as pu peut-être éviter ça, ou pas, j'en sais rien. On a dit, moi, vous savez, je suis... Je finis juste, si tu permets. J'en profite donc pour dire qu'avec plusieurs camarades, nous essayons de lancer un nouveau média interrégional Occitanie-PACA sur le web, très engagé, bien sûr. Comme je t'ai remis un petit papier tout à l'heure. Et enfin, ma proposition par rapport à ton livre, il y a une émission, moi, qui m'avait marquée sur l'érotisme, il me semble, et qui était absolument délectable. Voilà, donc je ne sais pas, ça change des divers reportages, je crois, qui étaient tous aussi intéressants les uns que les autres. Merci. Alors, bon, le journal en question dont tu parles, c'est La Marseillaise, hein. Excellent journal de légende et d'histoire, un mythe. Pour ce qui concerne moi, j'ai gardé de ma jeunesse l'expression travailleur intellectuel. Et je me considère comme un travailleur intellectuel. Pas plus, mais pas moins. C'est-à-dire que quand je travaille, c'est comme un plombier ou un charcutier ou un médecin, j'estime que je dois être payé. Et donc là-bas, si j'y suis, on a dit... pas de bénévoles, pas d'amateurs et des gens correctement payés. Si on ne peut pas, on ne fait pas. Si on n'a pas les moyens, on ne fait pas. Donc, et pas d'auto-exploitation. On le paye toujours d'une façon ou d'une autre, l'auto-exploitation. Sauf quand on fait des choses bénévoles comme vous le faites. Ça, c'est d'autres choix dans la vie. C'est des engagements, si vous voulez. Heureusement que vous existez. Je ne sais pas s'il n'y avait pas tous ces bénévoles. Mais dans le cas qu'on cite là, je ne crois pas du tout. Je pense que l'auto-exploitation est quelque chose de très dangereux. Et nous, on bosse 35-40 heures, pas davantage. Il y a les vacances, tout est absolument impeccable. Il faut qu'on soit modèle. On ne va pas aller défendre des salariés, des plans sociaux et des machins comme ça, et nous auto-exploiter et faire les victimes. Au nom de quoi Au nom de quoi ? On n'est pas des enfants de la bourgeoisie qui faisons du journalisme par mauvaise conscience, hein. Pas du tout. Donc on se considère, voilà. Donc je pense que c'est ça la règle numéro 1. Et alors à ce moment-là, effectivement, il faut trouver des ressources. À ce moment-là, il faut se mettre un peu les pattes dans le cambouis, vendre, accepter de vendre, accepter de faire des promos, accepter d'imprimer des t-shirts. Voilà, ça fait partie de la logique entrepreneuriale. Il n'y a pas à faire... Les gens de gauche, on est toujours « Ah non, l'argent, je ne vais pas me récupérer. » Oui, d'accord, mais enfin bon, voilà quoi, on est bien obligé. Là, j'ai fait un entretien avec deux éditeurs là, avant-hier. Éric Hazan, que vous connaissez de La Fabrique, qui célèbre ses 20 ans, et puis un autre éditeur, Libertalia, qui a une dizaine d'années, qui font du très beau boulot. Bon, on parlait des aspects financiers. Voilà des gens qui sont astreints. Les bouquins, il faut les vendre. Il y a une saison, il y a un machin. Ce titre-là va marcher. Bon, on sait que ce titre-là va marcher, donc ça va permettre de publier un bouquin un peu plus difficile, etc. Il y a une logique absolument qui est la même que dans n'importe quelle entreprise, quoi. Sauf qu'il se trouve que la matière qu'on vend est particulière, mais on ne peut pas sortir de ce truc-là. Il ne faut pas faire semblant, je crois, de sortir de ce cadre-là. Je crois qu'on ne peut pas simplement. Et on est très mal à l'aise à gauche avec ça, hein. Voilà. Je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, mais là-bas, si je suis la hantise quand on a pensé à... J'ai 40 ans de service public, je vous disais tout à l'heure, aucun souci, aucune idée de tout ça, quoi. Mais
je me faisais une idée de la gestion. Voilà, puis on a eu la chance incroyable de tomber sur une administratrice, une fille qui administre le site. C'est impeccablement géré au centime près. Voilà. Donc je sais pas quel modèle économique il vous faut. Hein. Je sais quand, si vous voulez, là sur le net, c'est des aventures nouvelles. Hein. C'est des aventures nouvelles, les modèles. Voilà, à la fois, il faut cette énergie, cette foi, cette volonté que vous avez de faire votre métier, mais je crois qu'il y a des logiques financières qu'il faut regarder de face et trouver du fric. Il n'y a pas de journalisme indépendant. Nous, on dépend des 20 000 abonnés, là. Hein ? Quand il y en a un qui dit « je me désabonne parce que vous avez dit ça, etc. », on m'envoie le message, qu'est-ce qu'on lui répond ? On se réunit à 3, qu'est-ce qu'on va lui dire ? C'est pour 5 € par mois. Hein. Il nous emmerde, le gars, là, avec ces trucs. Alors on l'appelle, on lui dit « bon, ah oui, d'accord, on s'était mal compris, etc. » Donc on a 20 000 patrons. Hein. Et puis il y a des saisons, il y a des moments, ça leur plaît moins. On a essayé de sortir de la piste avec des sujets vraiment... on a fait un truc sur la zoophilie. Alors là, ils étaient complètement déroutés. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je dis, on veut changer, on veut faire un pas de côté, quoi. Ah bon non, la zoophilie, c'est dégoûtant. Mais non, c'est pas dégoûtant, c'est un fantasme. Oui, c'est un fantasme dégoûtant. Mais non, ça fait partie de notre humanité. Oui, mais cette humanité, on veut pas. Bon, d'accord. Après, on a fait le portrait d'un gars, c'est Dila Tebi qui a fait ça. Un gars je sais pas, qui n'est pas très loin d'ici, qui vit avec son cochon. Un gars du Front National, qui est un militant du Front National, et qui vit avec son cochon. Le cochon est dans son lit. Ils n'ont pas de... C'est pas la zoophilie, là, attention, c'est deux sujets différents. Bon, là, il faut trouver ça rigolo, ce gars, avec son... Voilà, et lui, il est pour Jean-Marie, il est contre sa fille. Il trouve que sa fille, c'est plus ce que c'était, quoi. Et c'est Jean-Marie, il a le portrait de Jean-Marie, il a un portrait dédicacé de Jean-Marie, et voilà, et on a fait, il est là avec son cochon, et puis le portrait de Jean-Marie, et voilà. Un bon gars d'ailleurs, un brave gars. Bon, on avait trouvé ça formidable, on a fait ça de manière respectueuse, parce que on ne va pas faire comme ça. Bon, ça les a déroutés, non, ça y est, vous êtes pour le Front National. Enfin, il faut faire gaffe aussi on peut sortir de la piste, mais pas trop non plus. Voilà, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure, toujours avec ce truc de dire, bah oui, mais voilà, on travaille pour des auditeurs, enfin pour des... J'arrive pas à dire abonnés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bonne chance. Mais mais ça va s'appeler la Marseillaise, votre... Hein ? Oui, j'ai compris. Hein ? La Marseillaise demeure parallèlement, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais nous ne sommes plus de la Marseillaise. Voilà. La meilleure chose, c'est quand même... La meilleure chose, c'est quand même de faire du bon boulot, quoi. Oui, voilà. Parce qu'on trouve le public avec le... Non, mais je ne sais pas pour vous donner des leçons, hein, je sais pas. Mais avec du bon boulot, on trouve... Vous savez, celui qui est le député, le député Ruffin, le député Ruffin, il a commencé par faire un petit canard d'une feuille, une feuille à Amiens 1. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il racontait des histoires de la ville, très précis, en journaliste que vous êtes, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il avait des bonnes infos, il débrouillait pour avoir quelques bonnes infos sur le maire, M. Dorobien, ou sur tel ou tel scandale, machin, avec un rond-point, et puis des pots de vin, des machins. Bon, voilà. Et ça a marché du feu de Dieu tout de suite. Il le vendait au coin de la rue, à Amiens, dans son patelin, ça a marché du feu de Dieu. On s'est aperçu tout simplement que personne ne faisait ça. Que le canard de la PQR du coin, le Courrier Picard, les gars, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient complètement couchés devant la municipalité, couchés devant le pouvoir local. Et Ruffin, il arrivait, puis voilà, ça a marché. C'est tout bête, hein. Et il a commencé comme ça, et ça a bien marché, hein. Il a beaucoup, beaucoup bossé, mais toujours d'une manière très journalistique. Il a trouvé ce style assez agréable, un peu rigolo, mais sur la forme, comme il dit, est sérieux sur le fond. Un fond très sérieux, très bien documenté. Et il a trouvé un public concerné, local, qui avait des bonnes infos, sans frimer, sans essayer de faire de la com, de la poudre aux yeux et des machins. Ça a marché. Enfin, heureusement, il est passé pendant 7 ans à la base, si j'y suis, c'est ça qu'il...
Non, il était déjà excellent. Oui. Lorsque... Lève la main, voilà. Ouais. Lorsque vous disiez tout à l'heure, comme en 68, comment très vite, en quelques heures, des grosses piles de journaux diminuaient, et que vous y voyez là un phénomène qui renvoie à comment ça faisait sens pour les gens d'être informés, de réfléchir et d'agir. Bien. Et j'ai eu envie d'avoir un parallèle avec la pédagogie, car en pédagogie, en général, adultes, enfants, on se dit souvent que ce qui compte, c'est que ça fasse sens. Oui. Voilà, pour celui qui est en position d'apprendre quelque chose. Et donc, par rapport à votre question du nouveau sujet, j'ai envie de pointer l'immense intérêt qui ferait sens, mais toujours pareil, sens pour qui ? Du point de vue de qui ? Mais sur cette question du lavage des cerveaux en liberté. Et il me semble que peut-être que les gens qui sommes dans cette salle, au moins on se pose la question de si notre cerveau il est en état d'être lavé ou s'il essaye de s'affranchir de ce lavage massif. Mais il me semble qu'aujourd'hui en France au moins, il y a une espèce de peut-être grande majorité pour qui cette question ne se poserait pas. Et moi, il me semble qu'il y a un grand intérêt à venir révéler quelque chose de ce côté-là. Oui. Merci. Mais ça, Chomsky l'a fait. Enfin, le boulot est fait là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse. Enfin, oui, c'est possible d'aller sur. Le début de votre intervention me plaît parce que c'est l'idée que en pédagogie, effectivement, je crois que c'est Sartre qui dit la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être contre. Hein, et je crois ça. C'est pour ça que le journalisme engagé est un bon journaliste parce que nous, on continue de bosser 2 fois plus que les autres. C'est-à-dire qu'une dépêche de l'AFP, il faut qu'on la prenne, qu'on la lise, qu'on l'analyse, qu'on voit d'où elle vient, donc qu'on bosse sur les sources de la source, ok, et après qu'on dise autre chose, le contraire si possible. Donc il faut qu'on rebosse là-dessus, qu'on aille rechercher d'autres éléments. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va bosser beaucoup plus. Ce qui fait que ces journalistes engagés dont je parlais tout à fait au début, c'est pour ça qu'ils sont bons. Parce qu'ils sont contre et qu'ils doivent bosser beaucoup plus. Et les gosses, les élèves au cours de leur scolarité, les meilleurs, c'est ceux qui sont contre, qui ne sont pas d'accord avec ce que dit le prof. Et le prof leur dit, d'accord, mais prouve-moi le contraire. Moi, j'ai fait 4 ans à l'école des arts appliqués à Paris. On était contre. On était une petite bande de morveux. On était absolument contre tout ce que disaient les profs. Et on leur disait le contraire. Et on était vachement bons. On est restés, certains copains, on était vachement bons. Ça me sert toujours. Hein. Ce que j'ai appris dans cette école, ensuite aux Beaux-Arts, beaucoup moins. Mais ça m'est resté. Mais tous les jours, on était contre. On était contre. Mais on arrivait avec des biscuits. Il nous disait, le prof, il nous faisait un cours sur Bonnard. On disait, mais non, Bonnard, attendez, c'est un bourgeois, etc. On va vous montrer comment la peinture de Bonnard était complètement récupérée par la bourgeoisie. On arrivait avec un dossier. Et on disait, la révolution de Manet, par exemple, sur lequel Bourdieu a écrit magnifiquement, on avait pigé, tout gamin qu'on était, que c'était une révolution. Bourdieu parle d'une révolution symbolique réussie, accomplie. On avait pigé ça quand on était môme. Jackson Pollock, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le grand peintre américain, on est sortis de l'école pour aller à l'expo, sans autorisation. Vous voyez ? On était formidables, on était des mômes absolument formidables, on était contre. Et ça nous est resté, ce goût de tirer la queue du tigre à condition qu'il ne soit pas en cage. Bien, alors attendez, ce sera la dernière intervention, puisqu'il va falloir qu'on termine. Alors je sais qu'il y avait d'autres personnes, j'ai vu, qui souhaitaient intervenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après à la cafétéria, le bistrot, pour une conversation informelle. On sera au milieu de vous, donc on pourra continuer la discussion. La parole est à vous, madame. Je voulais dire que on vous entend mal. La journaliste que je trouve vraiment, peut-être même qu'elle a dépassé son maître, c'est Sonia Kronlund.
remarquable tous les jours. Oui, il fait du beau boulot. Mais plus que ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, Oui. Aujourd'hui, par exemple, il y avait d'abord, elle a une qualité extraordinaire, elle s'efface. Hein, c'est les gens qui parlent, mais ses reportages sont extraordinaires. Alors aujourd'hui, il y avait tous les gens du côté de Briançon, il y avait ceux qui aident les migrants, et il y avait les identitaires. Et il y avait les deux qui parlaient. Et elle a réussi à dire tout de même que tous ceux qui les aident, ils vont peut-être aller en prison, ils ont fait de la garde à vue, tout ça. En revanche, les identitaires, avec leurs gros 4x4 et leurs fric, et leurs drones et leurs hélicoptères, rien ne se passe. Ils ne sont pas arrêtés. Elle a réussi à dire ça, une demi-heure. Bon, et c'est tous les jours comme ça. Et moi, je lui dis chapeau. Et comme je sais qu'elle a été chez vous, c'est pour ça que j'ai dit que l'élève a dépassé son maître, peut-être. Mais bien sûr. Je vous signale sur La Basse si j'y suis un reportage de Sophie Simoneau, qui est une très grande journaliste et qui a fait un reportage à Bruxelles par rapport aux migrants dont vous parlez, dans un truc assez curieux qui s'appelle la plateforme, et qui sont des gens qui accueillent les migrants. Alors c'est un système, ça c'est des choses nouvelles qui sont dues à ces innovations, cette révolution technologique que nous vivons, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais on ne peut pas parler de tout, et c'est un réseau qui vous permet d'accueillir des réfugiés pendant 2 jours, 3 jours, une nuit si vous voulez. Les réfugiés sont répertoriés, les migrants sont répertoriés, ça se passe tous les jours dans le parc Maximilien, je crois, à Bruxelles, et il y a des gens qui sont conducteurs, qui disent « moi d'accord, je veux bien conduire », ok. Il y a ceux qui veulent recevoir, vous dites « monsieur, tiens, moi je peux recevoir pendant 2 jours parce que j'ai 2 chambres, mais c'est tout, puis après mes enfants viennent, donc d'accord ». La dame qui dit « moi pour une nuit », l'autre qui dit « moi je peux garder 8 jours, 3 personnes, très bien ». Et ça marche merveilleusement. Il y a 40 000 personnes qui sont inscrites sur ce système de plateforme. C'est balèze, hein. C'est-à-dire que vous avez un hébergement tout à fait rationnel, tout à fait... et c'est nouveau parce qu'on vous dit « Ah oui, d'accord, mais vous êtes pour les migrants, là, et vous allez les accueillir chez vous ?» Alors vous dites « Oh non, mais c'est vrai que je n'aurais pas quand même qu'ils s'incrustent trop, quoi. C'est bien chez moi, c'est un peu petit. » Là, ils ne s'incrustent pas. Voilà, ça vous fait des relations, ça vous fait des histoires nouvelles pour la famille. Ça marche vachement bien. Ça marche formidablement bien. Elle a fait ça. Écoutez-la, parce que c'est très costaud son reportage. Et puis ça va plus loin, parce qu'évidemment la question de base, c'est que font les États, hein. La question de base, je sais pas qui parlait d'Antoine Spire tout à l'heure, la charité ou la justice, hein, ça ne doit jamais nous lâcher. Ces deux, qu'est-ce qu'on choisit la charité. Et puis il y a un truc formidable dans son reportage, c'est la mauvaise conscience. Et comment sur ce système de plateforme, on s'aperçoit des mauvaises consciences accumulées dans les esprits par rapport à ces images de migrants, et comment c'est un peu libérateur que de recevoir des gens pendant 1 jour ou 2 ou 3. Et il y a un monsieur extrêmement aisé, que comment c'est très drôle en même temps, si on peut dire, que Sophie va voir, et qui reçoit ces 2 Érythréens. Il est très riche, alors il leur dit « Bon, allez vous laver avant, hein, allez vous laver. » Voilà, il explique, ils vont dormir dans le lit de nos filles qui font leurs études aux États-Unis. C'est du coton, vous savez, tissé à la main, donc je voudrais qu'ils soient propres avant de... Il leur dit « Ils sentent fort, hein. Ils sentent fort, mais c'est des gars qui ont voyagé. C'est des gars qui viennent de loin, comme ça, quoi. » Et il continue, et il dit « Moi, ça me fait un bien fou de recevoir ces gens-là. » Il cherche ses mots, puis il dit « C'est un véritable orgasme humanitaire. » Et c'est vachement intéressant. C'est intéressant. C'est pas... L'un de nos boulots, c'est de montrer aux uns comment vivent les autres, hein, ok ? Là, celui-là, il est vraiment formidable. Et on voit ce que c'est que la mauvaise conscience, comment on s'en libère et comment... Enfin, voilà, je vous recommande ce reportage de Sophie Simoneau,
Et j'espère qu'un jour, Sonia Kronlund sera aussi bonne que Sophie Simon. Non, je déconne. Elles sont très bonnes toutes les deux. Et surtout, l'équipe de Sonia est excellente. Bien, on peut remercier voilà, merci à Daniel. Tous.